Bienvenue sur Groundy, je vous emmène avec moi dans les backstage de la soirée Hérésie organisée par le Tram et Flanders Techno. La soirée a eu lieu le 8 novembre à Bailleul. Avec sérieux mais dans un esprit familial, cette bande de potes vous crée des souvenirs inoubliables. C'est très dur aujourd'hui, je suis fatigué. Pour en savoir un peu plus sur les DJ de la soirée, on va leur poser quelques questions. Bienvenue dans les loges. Tes potes t'ont emmené en soirée. Exactement, pas n'importe où en plus. Ils t'ont emmené où? À la Goa. Ok. Voilà. Alors que j'écoutais que du rap américain, donc il y avait un gap si tu veux. C'était quoi tes influences à l'époque? Public Enemy, Dr. Dre, rien à voir. Et je suis arrivé là-bas par hasard. Ouais, j'ai l'impression que j'étais sur une autre planète, clairement, parce que bon voilà, c'est pas du tout mon univers. Ouais. Et mes potes sont arrivés là, ils se sont tous éparpillés dans la boîte. Je me suis retrouvé tout seul, j'ai vu quelqu'un qui était en haut d'une pyramide. J'ai été l'écouter, j'ai bu coca sur coca, je l'ai regardé mixer, je comprenais rien à ce qu'il faisait. J'aimais pas cette musique. Par contre, ce que j'ai kiffé, c'est qu'à chaque fois qu'il tripotait, ce qui est une table de mixage que je sais aujourd'hui, forcément, mais à chaque fois qu'il tripotait, qu'il faisait des trucs, les gens criaient. Ça, j'ai kiffé. L'âge d'or des discothèques, en fait. Si jamais tu rentrais pas à tel endroit, tu savais que tu faisais 3 km, t'avais encore une autre boîte, donc t'avais plein de chance, si tu veux déjà. Il y avait plusieurs chances avec Voilà. un physio. Ouais. Exactement, et c'était surtout l'époque, moi, ce que j'adorais, tout était jouable. Quand je dis tout était jouable, on n'était pas enfermé dans des styles. Mais en fait, oui, c'était cette époque où tu savais que quel que soit l'endroit où t'allais vivre quelque chose d'assez exceptionnel parce que tout était plein en plus. C'est ça. Et puis, si tu me dis qu'il y avait de la pluralité dans les propositions des DJ, Exact. ça veut dire que vous avez aussi élargi vos goûts très rapidement. Ah mais en fait, on n'avait pas le choix. Et comme dit Laurent Garnier, quel que soit le morceau, si un morceau est bon, il mérite d'être joué. C'est-à-dire que, pour exemple, il y a un titre qui s'appelle Jaguar, c'est Rolando qui a fait ça, c'est un titre trance. Je suis pas destiné moi à jouer de la trance. Hein. Et en fait en 99, je vais à I Love Techno et Laurent Garnier qui joue 4 heures en plein milieu de son set, mais ça, j'ai fait des pieds et des mains pour savoir ce que c'était. Mais c'était pas, ça collait pas, mais il a tellement amené d'une force, c'était magnifique. Et voilà, mais de toute façon oui, à l'époque tu jouais pas 1 heure. Hein. C'était au minimum 2 heures, 3 heures, 4 heures. Moi j'ai fait des 11 heures à la bûche, comme d'autres. Hein. Ouais. Et en fait, tu fais pas la même chose. Ça, alors je serais plus en mesure physiquement de le faire toutes les semaines, mais quand je peux jouer, ça fait plaisir quand c'est bon. Je rebondis sur ton propos, ouais. Mais on parle de la techno se capitalise et se popularise. Avec ça, et ce qui est bien, c'est qu'on parle de plus en plus de la santé mentale des DJ. Oui. Et à l'époque, on n'en parlait pas. Non. Est-ce que vous faire un all night long 11 heures? Après, c'était une autre époque et j'avais une technique particulière. J'entraînais encore, même si je faisais plus de compète, mais à 5h du matin, je prenais des collations, je mangeais du blanc d'Inde, du riz, parce que je faisais beaucoup de sport. Manu Kenton, qui était un ami de longue date, il y a des bananes et des petits princes. Tu vois, chacun son truc. Salut Manu, je t'ai balancé. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, j'ai peut-être jeté un pavé dans la mare, mais on réussit plus à percer si on est DJ avec des followers que si on est DJ artistique, c'est ça le truc. Ce qui est dommage aujourd'hui, alors il y en a de très très bons, mais justement ces très très bons auront du mal à émerger parce que s'ils n'ont pas 50 000 followers derrière eux, ils ne seront pas invités. On dit qu'avec la quantité, on perd la qualité. On est entièrement d'accord. C'est une certitude. Aujourd'hui, il suffit de voir les promoteurs de festivals, mais je me mets à leur place aussi parce qu'on est dans un engrenage de business. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré quelqu'un qui tient un énorme club où on est parti peut-être pour faire une coprod. Je lui ai cité des noms type Laurent Garnier, Ben Sims, il connaissait même pas. Il a pris son tel comme ça. Il m'a écouté, il a été regardé, il fait ouais, 200 000 followers, ouais, 180, ouais, si ça peut le faire, ouais. C'est tout. C'est du business. Merci d'avoir mixé ce soir pour le Tram et Flanders Techno pour Hérésie. On parle de la folie où quand on était à la bûche, au rêve d'eau ou à la villa,
on entendait un track le week-end et en fait il s'avérait que le lundi il y avait la queue au disquaire. Est-ce que c'est réel? Parce que nous on n'a pas connu ça, on ne sait pas ça. Bien sûr, c'est nous réel. On peut aller sur internet, Shazam, Tout à fait réel. en 5 minutes c'est fait. Bien sûr, c'est vrai. Moi, j'ai pas forcément connu, pour être honnête, mais il y avait même des DJ qui mettaient leur vinyle. Je sais pas, je jouais avec lui une soirée. Je dis tiens, j'ai sorti une track, hop, j'ai filé un vinyle. Et en gros, ça permettait de jouer et t'avais une sorte d'exclusivité, quoi. Tu vois, alors que là, maintenant, on l'a encore un peu avec quelques labels qui nous envoient les promos et machin, on l'a encore, mais c'est différent, quoi. Tu vois, on est des milliers à l'avoir, alors qu'avant, on avait 5-6 personnes à l'avoir. Est-ce que c'est... Enfin, comment ça t'est venu déjà Alors, au rien début, que connaître la musique électronique, tu sais? J'ai toujours aimé les discothèques et tout. Au lieu de draguer les filles, j'écoutais la musique. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. J'ai réussi à être résident dans une discothèque. Alors, ensuite, une deuxième, techno. Quelle discothèque? Les jardins du Rosendal à Audric. Ok. Maintenant, c'est fermé. Ouais. Et du coup, je voyais les disques tourner sur les platines. Je disais, mais comment ils font pour... Et à l'époque, c'était HS, mon préféré, quoi. Je disais, comment il fait HS pour avoir un vinyle qui tourne comme ça? J'aimerais bien faire pareil. Est-ce que voir sa track jouée par Dimitri Vegas à Tomorrowland, ça fait quelque chose? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ton téléphone y a sonné après? Alors, comment ça marche? Dimitri Vegas, il m'a envoyé un message sur Messenger. Hello man. Alors je regarde, ouais, c'est un faux compte. Du coup, je vais voir sur Facebook et tout, je vois. Tu regardes. Suivi par 998 millions, 27 milliards. Enfin bref, je vois que c'est le vrai. Il m'a envoyé une invitation. Alors, j'accepte l'invitation de Dimitri Vegas sur Facebook. C'est génial. Et du coup, il m'a dit écoute, en gros, je suis intéressé par ton titre Calyptus. Je voudrais le remixer. Donc si c'est ok, je t'envoie un mail avec le contrat, avec tout ce qu'il faut. Ouais, parce que tu peux toucher quelque chose derrière quand il utilise évidemment. Ouais. Du coup, pareil, il y a eu un contrat, il y a eu un deal de fait ensemble, et puis voilà, c'est parti. Il est là, hein. Et il a sorti en vinyle Calyptus sur Tomorrowland. Ah il ouais. sorti en vinyle aussi, ouais. Ouais, sympa aussi. Hein. Ouais, c'est pas mal. Tu sais, il manque un peu cet esprit, tu vois. Alors justement, là, on a un jeune DJ Léo. Je sais pas si vous l'avez croisé. Et il mixe vinyle. Et le problème, c'est que les lieux où on joue, sont pas forcément adaptés à jouer en vinyle. Tu vois, faut la sensibilisation. le rumble, enfin, il y a ce qu'on appelle le rumble, il faut pas que ça vibre, faut pas que... Enfin bref, il y a plein les retours, ouais, les retours. À l'époque, les lieux se prêtaient bien au vinyle parce que c'était que ça. Hein. Là maintenant, on se retrouve avec des caissons de basse en dessous. Tu mets un vinyle, la cellule elle fait ça, ça saute, machin, c'est l'enfer. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer demain? Pas la tête. Ouais, faut pas se prendre la tête. Ouais. Et par contre, faut éviter de cracher sur. Faut éviter de cracher sur les gens. Ouais, c'est ça. Éviter de cracher sur les gens. Fait son truc à lui, Voilà. il monte tout seul, Personne, et il emmerde personne et tout va bien. Et tout va bien se passer. Ouais, c'est ça. Donc tu produis, entre guillemets, produis pour les autres aussi. C'est ton métier à temps plein. Yes, que je fais le boulot que j'ai toujours rêvé. J'ai bossé comme commercial pendant 7 ans avant. J'allais au taf pendant 7 ans, la boule au ventre. Et puis dès que j'avais fini mon boulot, je bossais à mort pour moi, pour réussir à développer mon projet et réussir à développer ma musique. Ouais, parce qu'à l'époque, t'avais ton job et puis en plus de ça, tu lançais ta carrière. Ah ouais, je bossais. J'arrêtais pas parce que je voulais pas faire un taf entre guillemets alimentaire toute ma vie. J'en pouvais plus et je voulais faire de la musique et je me suis donné les moyens. Maintenant voilà, on verra le temps que ça dure. Hein. Non mais c'est ça, t'as travaillé pour avoir ton objectif derrière et ton rêve qui se réalise. Ouais, et rien vient sans rien. Parce Rien vient sans j'ai rien. l'impression que t'étais un peu du même style que moi et derrière
être devant la scène, à admirer les DJ, et puis t'es passé de l'autre côté. À fond. Avant d'être DJ, d'être compositeur, je suis un gros fan de musique, j'écoute de tout, et moi je kiffe aller en soirée, en festival, aller découvrir des gens que je connais pas du tout, des artistes que je connais pas. Et... Ouais, on peut te retrouver par exemple dans un festival sans savoir que t'es Castaing. Ouais. Ben alors, c'est délicat parce qu'aujourd'hui ça devient un peu difficile, souvent on me reconnaît. Parce que t'as pas eu de masque. Ben ouais. On a joué à Énergie en septembre en B2B, et après on est descendu de scène, et eux voulaient aller voir un artiste en fait, et moi je leur dis les gars, moi je vous suis, j'ai fait 2 mètres dans le festival, et puis tout le monde demande des photos. Alors c'est pas grave, c'est trop cool, hein, j'adore ça. Mais du coup je savais pas aller avec eux, parce que eux ne me connaissaient pas. Ça te permet pas de passer incognito entre guillemets. Ça c'est le petit point négatif, c'est pas vraiment un point négatif en soi. Hein. Pareil, quand je joue en festival, j'essaie toujours de prendre du temps pour écouter d'autres choses. Même sur Spotify, j'aime bien me perdre dans des playlists où je connais rien. Ça va enrichir ta bibliothèque. Mais c'est important d'avoir une grosse culture. Ça te permet d'écouter autre chose aussi, parce que peut-être que quand on reste dans son style même, on peut vite s'y enfermer, s'isoler. À fond. Il faut essayer de se renouveler tout le temps. Ça va de plus en plus vite. Je compose tout le temps, et d'une semaine à une autre, il y a au minimum une nouvelle musique à chaque fois dans un de mes sets, minimum un nouveau remix ou quoi chaque semaine, pour justement dire de pouvoir le renouveler en fait le plus vite possible entre guillemets, et pas lasser les gens. Dans une génération où on préenregistre nos sets, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, moi c'est un débat houleux. Sans critiquer. Hein. Mais alors, sachez qu'on ne vous critique pas ceux qui préenregistrent. Non, je critiquerai pas. Mais voilà, la question se pose. Alors moi j'ai rien contre un set préenregistré si ça demande, demain, je vais parler pour moi, si demain je dois faire un Castaing live show avec des musiciens, avec des chanteurs, ou même moi je vais jouer admettons je joue de la guitare pendant 30 minutes avec un chanteur, avec un groupe et tout, ok, là le truc si c'est prémixé c'est parce qu'il y a un show derrière et t'es occupé de faire de la musique. Ce qui nécessite un enregistrement entre guillemets. Ouais, ça te demande une bande son derrière qui doit être fait à l'avance. Maintenant si c'est juste pour me dire ouais mais c'est juste pour que les visuels et les feux d'artifice soient timecodés, pour moi ça sonne faux, dans le sens où aujourd'hui tu as le contrôle show où les ingénieurs du son et les lighteux sont capables de s'adapter en fonction ils voient directement ce que tu joues, ils voient la waveform, donc ils savent envoyer à ce moment-là, et aujourd'hui tu peux même travailler avec des VJ qui peuvent caler chaque son à un visuel, donc quand tu vas jouer le son à n'importe quel moment, le visuel sera synchronisé automatiquement. Donc pour moi il n'y a pas vraiment d'argument de c'est prémixé, ça peut être prémixé si c'est vraiment une occasion spéciale et c'est un truc qui est hors norme et qui demande que ça soit prémixé. Maintenant si c'est prémixé par flemme et que c'est juste en mode l'excuse du c'est pour que les feux d'artifice tapent au bon moment, non, t'es plus dans la dynamique de s'adapter au public que en face de toi. Les mixer c'est incroyable. Si je danse pas, je change de son, je voilà, c'est ça. Notre ambiance. En fait c'est le boulot de DJ et c'est un truc que je trouve assez bizarre, mais c'est la phrase un peu que je fais, que j'utilise. C'est comme si demain, tu vois, tu veux être cuisinier, mais tu dis ouais mais moi je fais pas de cuisine, mais je vais être cuisinier. Mais, gros, pourquoi tu veux être DJ mais tu veux pas mixer? Enfin je comprends pas. Je comprends ce que tu veux dire. Tu vois, si c'est juste pour être sous les projecteurs, mec, trouve autre chose. Si c'est juste pour être connu que tu veux être DJ, c'est pas la peine. Non. Là où ça prend vraiment beaucoup de temps et la grosse partie du travail, c'est vraiment l'aspect composition. Où là, c'est ce que je dis à tout le monde. Là, tu peux bûcher pendant des heures. Hein. Ouais, mais moi ce que je dis à tout le monde parce que je donne aussi des cours du coup pour apprendre à composer. Génial. Et en fait, en Belgique toujours? Ouais, chez moi dans mon studio directement. Et du coup, ce que je dis toujours aux gens, c'est que en bossant tous les jours, il faut compter 2 à 3 ans de pratique avant de pouvoir te dire que tu es à l'aise avec la composition. C'est paradoxal parce qu'aujourd'hui on a l'impression que si tu veux percer, il faut absolument composer, il faut absolument produire. Aujourd'hui, je pense que c'est un conseil que je donne à tout le monde, c'est que si aujourd'hui tu veux vivre de la musique, vivre d'être DJ, en tout cas je parle dans la hard music, hein, je parle vraiment dans la hard music. Dans les autres styles, je sais pas trop comment ça se passe, je parle vraiment de moi dans le milieu dans lequel je suis. Je pense que il faut composer. Le fait de composer en fait factuellement va te permettre de toucher des royalties. Donc tu vas toucher des droits d'auteur via moi la SABAM ou la SACEM en France. Tu vas toucher les droits voisins. Ça va te permettre d'avoir une source de
générer rémunérations une source, en ouais. plus, tu vois. Donc t'as le merchandising, t'as tes revenus, on va dire Spotify en streaming. Tu peux avoir des revenus physiques si maintenant c'était sur des compilations ou des trucs comme ça. Et puis après t'as tes prestations. Ça permet justement en fait de lisser, que ça soit viable sur toute l'année. Parce que tu vois, genre là ici on va rentrer dans une période qui va être un peu plus calme. moins de festivals. En matière de soirée, ça va être plus calme. Là maintenant c'est une période que moi, enfin alors j'adore les deux périodes, mais je suis content qu'on arrive en fin de période parce que moi ça va me permettre de m'enfermer en fait comme un gros geek pendant un peu plus. voilà, c'est ça, et créer, C'est ça. voilà, créer plein de nouvelles choses. Alors j'adore mixer et tout, mais en fin de saison, tu vois, tu t'entends tout le temps le même au bout d'un moment. un peu d'ennui aussi pour créer ou... Ouais, c'est ça, ouais, mais c'est ça, le fait d'aller marcher, je prends mon casque, je vais marcher et puis je me dis oh putain ouais là j'ai un truc qui est tombé. Tandis que quand t'es dans le rush tout le temps, tu sais que t'as 3 dates tous les week-ends, que tu fais T'as pas le temps de tu poser. fais 500, 600, 1000 km tu vois par week-end. Ouais, t'as pas le temps de te poser en fait. Et pour composer, il faut s'ennuyer en fait. C'est hyper important de t'ennuyer et de doom scroll sur TikTok et de regarder c'est quoi la ah putain ça c'est quoi pas la mal. trend en ce moment aussi. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Non, mais c'est suivre bien un peu parce les que tu trends. restes aussi à l'actu, tu C'est t'enfermes ça, pas c'est dans ça. ton truc à toi et c'est hyper intéressant. Est-ce que les masques, ça cache aussi votre réelle identité? Non, ça cache juste notre sale gueule, hein, Parce qu'on est moche, quoi. c'est juste ça, en fait. Les gens, ils ont pas compris. Non, à la base, vraiment, c'est parti d'une blague, donc il y avait pas de réflexion là-dessus. Et quand on nous a redemandé plusieurs fois pour revenir mixer, 1 fois, 2 fois, 3 fois, bah, le concept, il était là, on avait trouvé un nom, on n'allait pas tout rechanger, donc ça est resté comme ça. Mais là, à la base, c'était sûrement pas pour se cacher. Attends, oui, c'est sûr que ça nous arrange. Est-ce que vous pensez justement que il y a une différence dans la façon de faire la fête aujourd'hui et à l'époque? Dans la façon, je pense pas. Je pense qu'il y a surtout peut-être une connexion en moins qu'avant. Bah, la technologie a évolué, c'est sûr. La façon de consommer la musique a évolué. C'est vrai que nous, à l'époque, quand on mixait, on sortait des vinyles. Tout morceau durait pendant des mois. Les gens jouaient le même morceau tous les mois. On mixait des morceaux plus longtemps. Il n'y avait pas de téléphone, donc les gens venaient vraiment voir l'artiste, écouter le mix. On prenait encore le temps de ça. Alors je dis pas que plus personne ne mixe, mais c'est vrai que ça s'est un peu perdu. Et ça a évolué. Alors je dis pas que c'est positif ou négatif, mais ça a évolué. Et ça, il faut faire avec. Nous, quand on a repris, on a aussi appris ça et les nouveaux codes, l'évolution de ce qu'était un DJ. Et on a essayé d'évoluer avec ça. Et les anciens, on a déjà eu des discussions, des anciens qui nous disent ouais, ce que vous faites, c'est pas comme avant, ça va pas. Avant, on n'aurait jamais parlé au micro. On parle dans le micro devant le public parce que ce qui est un petit peu utopique, hein, c'est ça qu'on dit. Utopique. Faire la boule. Du coup, je sais plus parler, j'ai plus d'énergie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avant, dans mes sets, c'était des vinyles. Je parlais pas du tout. Vraiment, j'ai jamais pris de micro. Et Ouais, c'est tout nouveau de faire de l'entertainment un peu. Mais c'est parce que pour moi, ça a changé. Le public est en attente de ça aujourd'hui. Et voilà, on pourrait très bien être les DJ qui n'écoutent pas le public, qui font leur truc. Sauf que voilà, on s'adapte et on se doit au final d'être là pour le public avant tout. Et au final, on prend attention, on se force pas non plus, on prend beaucoup de plaisir. Mais c'est vrai que ça a été des questions qu'on s'est posées au début. Est-ce qu'on veut le faire? Est-ce que ça va fonctionner? Et maintenant, on adore ce qu'on fait. Et voilà, après, ça plaît pas. Vous avez récemment sorti un feat avec K-Style. Ouais. Comment on choisit quel titre on va remixer? En fait, c'est un peu comme quand on a lancé Papy Jumper, on discute à plusieurs, quelqu'un parle de quelque chose, l'autre rebondit et au final on crée quelque chose ensemble. Ouais. C'est ça qui est top. Je veux dire, avec Mamma Mia par exemple, on avait déjà dans l'idée de faire un morceau depuis longtemps en collaboration avec Quentin. Et on a été sur une idée, puis au final on a rebondi sur une autre. Et puis on s'est dit, on va remixer un morceau italien en fait. Et puis après on s'est dit, on va faire une release party dans une pizzeria. Et Mamma Mia, pizza. La pizzeria, c'est sympa. L'idée est sympa. Hein. Mais c'est pareil, c'est que Papy Jumper, il y a toujours une partie d'impro, de réflexion
sur le moment, on faut pas penser. Alors, on n'est pas en train de tout noter. Nous, nos clips, c'est aussi beaucoup d'impro. On a des idées de base. Vous n'avez pas prévu 6 mois à l'avance tout ce qui allait se passer, et ça hein. c'est. Alors ça nous joue des tours, mais on aime ça aussi. Donc la seule chose qu'on voulait faire, c'est un morceau avec K-Style. Ça s'arrêtait là. Tout le reste, c'est un peu. Ah, tiens, on fait un morceau. C'est du bonus en soi. Ouais, Italie. Ah, ben l'Italie, on va aller tourner le clip en Italie. Attends, on va faire un truc en pizzeria. Je dirais, ça vient, et c'est un délire en fait. Et il faut que ça reste comme ça. On prend beaucoup de plaisir. C'est ça. Et la force d'être plusieurs, c'est que quelqu'un amène une idée, l'autre peut se dire, bah ok, cette idée-là est peut-être pas aussi bonne. Comment vous faites pour la longévité? Comment vous faites pour durer? Bah ça c'est l'éternelle question. D'ailleurs on n'a pas vraiment la réponse. C'est le Viagra. Pardon? C'est le Viagra. Il y a le Viagra, ça c'est une des premières choses. À consommer avec modération. Ah! Toi je t'avais dit que c'était dangereux de prendre une boîte complète. Ah oui? Tu m'écoutes jamais. Non mais je sais pas comment durer, on n'a pas la réponse. Nous on a des idées, on les fait, on les applique ou pas. Et ça fonctionne pas. Et on essaye de se renouveler, on essaye de... Voilà, mais... Je pense qu'aucun artiste n'a une solution miracle de dire, bah moi dans 20 ans je vais encore être là. On espère évidemment, mais ça n'existe pas, il faut travailler, ça c'est sûr. Les gens pensent qu'on fout rien, si, il faut... Ils travaillent, je pense qu'ils travaillent énormément. La base, c'est surtout en fait de prendre du plaisir. Parce que prendre du plaisir en travaillant. Voilà. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer? Bah, ne mets pas de masque déjà. Pardon? Ne mets pas de masque et vous Les gens, il te fait ça crève de chaud, tu vas crever. Bah, la patience, parce que les gens ont tendance à oublier quelque chose. Et souvent, ils disent, ouais, mais Papy Jumper, vous avez de la chance. Déjà, il n'y a pas de chance, en tout cas, il faut la créer. Mais il y en a certains qui nous disent, vous avez de la chance. En quelques années, vous avez été, on va dire, connu. Mais non, parce que nous, on a commencé à mixer quand on avait 13-14 ans. C'est ça, ils ont un background derrière leur masque. Donc en fait, si tu prends ça depuis le début, ça nous a pris 20 ans. Et les gens, ils pensent que c'est les 3 dernières années qui comptent. Non, c'est les 20 années qui nous ont permis d'arriver là. Et donc 20 ans, c'est long. Donc la patience, le travail, voilà, ne pas lâcher et croire en ce qu'on fait. Aussi se remettre en question de temps en temps, c'est important. Et surtout, bah, la base, pour moi, la base de la base, c'est la passion. La passion de la musique, c'est pas vouloir réussir pour avoir un statut, c'est simplement de se dire on a quelque chose à partager avec le public, pas quelque chose d'égoïste. Pour moi, c'est une passion, la musique qu'on partage avec les autres, qu'on garde pas pour soi. Et malheureusement, si on part sur les mauvaises bases, de dire moi je veux être connu, je veux être un DJ qui va briller, le moi je, ça marche jamais. Donc vous êtes un peu contre les influenceurs DJ? Non, pas du tout. En fait, on est contre personne. Mais c'est vrai que... Je pense qu'il y a des influenceurs... On est influenceur DJ au final, hein. Bah, tout le monde, en fait, influence d'une manière ou d'une autre. Vous avez une présence énorme sur les réseaux. Mais il y a beaucoup de DJ qui sont un peu contre ça, qui disent, bon bah, j'ai pas envie de faire ma promo non plus derrière, de devoir reprendre mais ça fait partie de la réflexion qu'on n'avait pas à l'époque, parce que ça n'existait pas. Alors tu le fais pas. Nous, on le fait et on aime bien, et on essaye de répondre aux gens, et on fait des photos, on partage des stories. C'est quelque chose qui nous fait plaisir. Ouais, après, si tu regardes, on n'est pas à fond. Il y a des artistes qui sont bien plus à fond que nous. Déjà, nous, on a une difficulté, c'est qu'on est deux, qu'on vit pas ensemble, qu'on a des masques, etc. Donc, on sait pas partager des moments du quotidien, du matin au soir. Le message de Marcel, c'est de dire, on est, entre guillemets, contre les gens qui font ça pour juste être connus. Ça s'arrête là, et c'est même valable dans tout. Un mec qui dit moi je veux faire du cinéma parce que je veux être à Cannes, pour moi la base est pas bonne, il a raison. Quelqu'un qui dit je veux être DJ pour mixer à Tomorrowland pour gagner plein de pognon et que tout le monde me voit et me taper des meufs, non, ça c'est débile. Donc la base c'est effectivement la passion. Ça on veut le faire quand même. Hein? Ouais, ça on le fait aussi. Mais ça, nous c'est différent. Nous c'est différent parce qu'on a l'âge et la maturité pour... Pourquoi tu fais comme ça la maturité? Je ne comprends pas très bien. Quelle est l'importance pour toi de mixer aujourd'hui sur encore des vinyles et pas avec ta clé USB comme on peut le voir? Alors en fait, je n'ai rien contre les platines numériques, mais j'ai commencé avec le vinyle, donc c'est ce qui fait vibrer mon cœur, on peut dire. Donc voilà, je continue sur cette lancée-là. Peut-être qu'un jour, éventuellement, je mixerai sur du numérique, mais pour l'instant, c'est pas prévu. Donc voilà. Tu penses que
t'en as à peu près combien dans ta collection? Je n'ai pas compté, mais je sais pas, je dirais environ 800. Ok, donc tu fais une présélection pour venir par exemple aujourd'hui? Bah, ce que je fais en fait, c'est que mes vinyles sont répertoriés par style. Et comme aujourd'hui j'ai l'intention de jouer de la techno des années 90 avec un peu de hardcore sur la fin, voilà, j'ai été un peu dans ce que j'ai en techno et puis ce que j'ai en hardcore. Et puis j'ai sélectionné quelques morceaux qui vont bien aller avec l'événement. Donc voilà. Généralement quand je finis de mixer, je vais pas dire que j'ai un pincement au cœur, mais j'ai beaucoup d'émotions en moi parce que voilà, j'ai mis énormément d'énergie dans ce que j'ai fait, donc voilà, ça me touche. C'est un peu émotif. Ouais. Voilà quoi, sur ce point, ouais. Un sentiment de nostalgie ou pas du tout? Ouais, quand même, parce que la musique, c'est quand même toute ma vie, quoi. J'allais dire, j'ai eu la chance de connaître Léo il y a plus d'une dizaine d'années, et c'était bien le seul qui était capable d'aller tout seul à un événement à l'autre bout de la frontière pour aller voir des DJ que nous on connaissait pas du tout, et il allait découvrir un peu des scènes autant en Belgique qu'en Hollande et en Allemagne. Exactement. Est-ce que tes voyages t'ont enrichi ta culture musicale? Oui. Bah alors déjà l'Allemagne par rapport à la techno berlinoise, comme j'ai dit tout à l'heure, le hardcore en Hollande m'a énormément inspiré quand j'étais jeune. Donc c'est pour ça que j'ai persévéré et puis voilà, ça me fait toujours autant plaisir de mixer ce genre de morceaux là. Autre question. On parlait de l'underground. Qu'est-ce que toi tu penses de cette culture underground et un peu, à contrario, la commercialisation qu'on peut voir de la techno aujourd'hui ou de l'hardcore aujourd'hui? Alors moi je pense que la culture underground est un peu dévalorisée par rapport à ce qu'elle apporte au mouvement, que ça soit techno, hardcore, etc. Bah moi j'ai grandi là-dedans, j'ai grandi dans les rêves parce qu'en France on est beaucoup dans cette culture-là, donc moi j'ai commencé un peu avec ça, avec les boîtes de nuit, etc. Et puis je n'oublierai jamais cette culture underground qui me berce encore d'ailleurs actuellement. On parle beaucoup dans la culture underground de partage et aussi de non-jugement d'autrui. C'est vrai que autant, comme tu dis, dans les free parties en France ou en boîte de nuit, on peut retrouver un peu cet esprit de non-jugement, un peu moins aujourd'hui. D'ouverture d'esprit, ouais. Ouais, voilà. C'est vrai qu'à l'époque, quand vous entriez en teuf ou en soirée organisée, on vous expliquait un peu les règles de comment ça allait se passer sur l'event. C'est vrai qu'en général, on partage, on le voit sur des free parties, il y a beaucoup de dons. On est dans une culture du groupe, de l'ensemble, et pas une culture de l'individu. Exactement. Est-ce qu'il y a des contraintes à mixer avec des vinyles? Alors il y a pas mal de contraintes, oui. Déjà le son de la salle, les vibrations, parce que le diamant est hypersensible, donc suffit qu'il y a énormément de vibrations, la platine va vibrer, et puis ça peut complètement fausser un mix, enfin mettre dans la merde le gars qui est derrière les platines, quoi. Donc, mis à part ça, il n'y a pas énormément de contraintes. Est-ce que les disques s'usent? Alors oui, les disques s'usent, il faut en prendre soin. Il faut quand même y aller pour qu'un disque ne fonctionne. Voilà, il faut quand même y aller, quoi. Mais non, il y a quand même une usure, tout comme les CD, tout comme les cassettes, etc. Oui, c'est pas infini, quoi. Est-ce qu'on trouve encore facilement des vinyles? Alors, il y a certains vinyles qui sont très compliqués à trouver, sauf qu'aujourd'hui, depuis quelques années maintenant, enfin depuis de nombreuses années, il y a le site Discogs qui existe, qui regroupe tous les vinyles, tous les styles du monde entier. Et on peut trouver vraiment, toutes les références sont référencées sur ce site. Donc après, est-ce qu'il y en a à vendre ou pas, mais en tout cas, on peut trouver la référence. Alors, il y a des gens qui font de la production aujourd'hui et qui sortent sur vinyle, bien sûr. Et je trouve ça très bien parce que du coup, ça fait continuer à faire vivre le vinyle. Ça t'évite d'être limité aussi, peut-être. Comment ça peut ouvrir ta bibliothèque musicale s'ils continuent de créer des vinyles. Bah ouais, moi je pense que voilà, faut pas que ça se perde, quoi, parce que c'est ce qui a fait vivre
le mouvement depuis les années 60, enfin même peut-être avant, je sais pas. Mais voilà, faut pas que ça se perde. Merci à toute l'équipe pour la soirée. Merci à tous les bénévoles. Merci à SGS. Merci aussi à Jean de m'avoir fait confiance. On se donne rendez-vous à la prochaine soirée.